Bonjour gueux et gueux. Aujourd'hui, nous allons rentrer véritablement dans ce chapitre sur la guerre froide à travers l'exposé de deux visions opposées du monde, une opposition qui va se voir dans différents domaines qu'on va étudier les uns après les autres. Alors, si on a vu que lors de la conférence de Yalta en février 1945, les trois grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, Staline, Roosevelt et Churchill, qui représentent respectivement donc l'URSS, les États-Unis et le Royaume-Uni, si ces trois-là s'entendent pour réorganiser le monde, on sent déjà un certain nombre de tensions. Alors, pour appréhender correctement ces deux blocs qui se forment après la Seconde Guerre mondiale, j'ai décidé d'entrer par ce discours du Premier ministre ou de l'ancien Premier ministre britannique Winston Churchill, héros de guerre, qui est prononcé aux États-Unis, à Fulton, devant des étudiants en 1946. Dans ce discours, Churchill décrit le monde, fait part aux étudiants, aux Américains et globalement au monde entier de son respect pour les efforts militaires du peuple russe pendant le dernier conflit mondial, mais il détaille aussi ses craintes quant à la nature du régime mis en place par le maréchal Staline. Il le décrit comme un régime antidémocratique qui bafoue les grandes libertés essentielles, liberté de parole, liberté de pensée, et il décrit une Europe littéralement coupée en deux parce qu'il nomme déjà un rideau de fer. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'un vrai rideau de fer, mais d'une frontière quasiment hermétique entre une Europe de l'Ouest démocratique, où les libertés sont encore respectées, et une Europe de l'Est qui se trouve entièrement placée sous le joug et sous la domination soviétique. Alors il décrit même comment cette domination s'est mise en place. Il explique que partout dans ces pays de l'Est, des partis communistes qui au départ faisaient des tout petits scores aux élections se trouvent d'un coup, sans prévenir, à gagner des élections, élevés à une domination sur les autres partis et un pouvoir qui était bien au-delà de leur importance numérique, je cite le texte, et qui prend le pouvoir. Alors évidemment, il entend par là que les soviétiques ont financé, ont influencé et entraîné la prise de pouvoir par les partis communistes nationaux dans tous ces pays de l'Est pour réaliser un énorme bloc qui obéirait à un seul homme et à un seul pays, à savoir l'URSS de Staline. Alors effectivement, quand on regarde les cartes, on s'aperçoit de manière relativement flagrante que tous les pays d'Europe de l'Est passent les uns après les autres à des régimes communistes qui se trouvent être des régimes autoritaires et ralliés à Moscou. On peut dès lors considérer qu'il y a deux blocs géopolitiques, un bloc de l'Est communiste sous l'emprise et l'influence de l'URSS et un bloc de l'Ouest en Europe qui est capitaliste sous l'influence américaine, ces deux blocs s'opposant et entre les deux un rideau de fer. Alors ça c'est vrai en Europe, c'est vrai aussi dans le monde, si l'on regarde les cartes, on se rend compte que les pays doivent faire le choix entre une influence soviétique communiste et une influence américaine capitaliste. Alors évidemment, ce chapitre d'après-guerre se passe en même temps que le chapitre sur la décolonisation, et vous imaginez bien que des pays qui accèdent dans les années 50 pour l'Asie ou dans les années 60 pour les pays africains à l'indépendance, qui n'ont pas donc une grande puissance ni économique ni politique, eh bien se retrouvent comme aspirés par l'influence des deux grands, États-Unis et URSS, et ont bien du mal à rester indépendants. Cette opposition est également idéologique, et j'allais dire elle est avant tout idéologique. Cela se voit par la confrontation de ces deux textes. Tout d'abord, ce qu'on va appeler la doctrine Truman, qui s'oppose à la doctrine Zhdanov. Zhdanov est donc la personne qui dirige le Cominform, c'est-à-dire l'organisation internationale qui coordonne l'action des différents partis communistes dans le monde entier et qui répond aux arguments posés par le président américain Harry Truman. Alors la comparaison de ces deux textes est assez éloquente. Si l'on analyse le texte de la doctrine de Truman, on se rend compte qu'il oppose évidemment les deux camps de l'Est et de l'Ouest, le camp des États-Unis et celui de l'URSS. Il se décrit lui-même comme un pays qui est caractérisé par un gouvernement représentatif, des élections libres, la liberté individuelle, etc., c'est-à-dire une démocratie, donc un gouvernement démocratique, qu'il oppose à l'autre mode de vie qui est fondé sur la volonté d'une minorité imposée par la force, c'est-à-dire un camp antidémocratique. Alors après, il détaille qu'il s'appuie sur la terreur, l'oppression, donc vous avez bien compris, il décrit une dictature et même une dictature totalitaire. Il explique que les régimes totalitaires sont nourris par la misère et le dénuement, c'est-à-dire qu'ils profitent de la pauvreté des peuples pour asseoir son pouvoir. Il décrit donc du coup
logiquement que la mission de son camp, des États-Unis, est d'aider les peuples libres à sauvegarder leur liberté. Donc on retrouve bien l'idée d'une mission donnée au chef de camp du camp démocratique, du camp des gentils, en gros, c'est de sauver les peuples libres du monde. Lorsque maintenant on étudie le texte de Zhdanov, qui répond à celui de Truman, il oppose également l'URSS d'un côté et les États-Unis de l'autre. Il se décrit lui-même, donc son camp de l'URSS, comme étant un camp démocratique et anti-impérialiste, c'est-à-dire contre la domination d'autres peuples par un peuple, et il décrit les États-Unis comme un camp antidémocratique et impérialiste, c'est-à-dire que les deux s'accusent exactement des mêmes choses. Et il a des arguments, c'est qu'il dit, regardez, les États-Unis, les alliés des États-Unis sont l'Angleterre, la France, la Belgique, le Pays-Bas, tout un tas d'États qui ont colonisé des pays en Afrique, en Asie, pendant toute leur histoire. C'est donc la preuve que ces États-là cherchent à dominer d'autres peuples. Pour Zhdanov, l'URSS et ses alliés doivent donc sauver ces autres peuples. Il s'appuie de partout sur les mouvements ouvriers dans tous les pays pour essayer de sauvegarder l'intérêt des peuples contre le camp des méchants, c'est-à-dire le camp de l'Ouest. C'est donc au Parti communiste, pour Zhdanov, qu'appartient le rôle de organiser la résistance, nous dit-il, au plan américain d'asservissement de l'Europe, c'est-à-dire à la volonté américaine de mettre l'Europe sous sa domination. Donc on retrouve deux rhétoriques qui sont extrêmement comparables, même si elles sont parfaitement opposées. Voilà pour le côté idéologique de cette opposition. On va voir maintenant qu'il s'agit également d'une opposition économique. Ainsi, dès 1948, les États-Unis mettent en place le plan Marshall. Il s'agit d'une aide de 13 milliards de dollars, ce qui est gigantesque à l'époque, pour reconstruire l'Europe. Les conditions d'acceptation du plan Marshall sont simples. Tous les pays désirant bénéficier de cette aide doivent se déclarer et évidemment deviennent en contrepartie alliés des États-Unis. Donc c'est à la fois un plan de relance de l'Europe. Les États-Unis savent très bien qu'ils ont besoin pour leurs échanges d'avoir une Europe performante, une Europe riche, et en même temps une façon de s'assurer le soutien et entre guillemets la loyauté des pays bénéficiaires. Sans surprise, la carte nous montre que les pays qui acceptent le plan Marshall sont des pays d'Europe de l'Ouest. L'URSS répond logiquement à la création du plan Marshall par la création du KM ou du COMECOM, c'est la même chose, c'est le Conseil d'assistance économique et mutuelle. Il s'agit là encore d'une aide économique acceptée simplement par les pays d'Europe de l'Est. Et donc on voit bien, encore une fois, à travers cette opposition économique, d'aide économique, que l'Europe est coupée en deux, entre les deux, un rideau de fer. Dernier domaine, il y en a d'autres, mais on va faire court, l'aide militaire. L'Europe est encore une fois coupée en deux à travers la création de deux organisations diplomatiques et militaires. Tout d'abord l'OTAN, c'est-à-dire l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui est décidée et créée par les États-Unis et acceptée par l'Europe de l'Ouest. Et de l'autre côté, les pays qui sont membres du pacte de Varsovie, c'est une autre alliance militaire qui réunit les pays sous l'influence de l'URSS. Alors cette opposition va encore s'opérer dans d'autres domaines, la recherche scientifique, la recherche technologique. Notamment dans l'industrie de l'armement. Dans ce contexte conflictuel, il est important de pouvoir s'armer et de pouvoir faire la guerre, en tout cas montrer qu'on peut la faire. Et puis il y a le domaine important de la conquête spatiale. C'est important la conquête spatiale parce que c'est tout nouveau déjà dans les années 60 et puis parce que ça permet de réunir les aspects scientifiques, technologiques et surtout médiatiques puisque chacune des grandes avancées en la matière va être médiatisée avec une grande ampleur. Alors on retiendra les deux principaux faits marquants de cette période. Tout d'abord, le 12 avril 1961, le soviétique Yuri Gagarin est le premier homme à voyager dans l'espace. C'est une révolution à l'époque. Sur ce coup-là, les soviétiques réalisent quelque chose qui semblait irréalisable et remportent pour le moment cette bataille médiatique. Il faut attendre le 28 juillet 1969 pour la réponse américaine, avec Neil Armstrong, qui est le premier homme à marcher sur la Lune. Cet événement se passe en Mondiovision, qui est retransmis en direct dans le monde entier, et l'on suit pas à pas l'avancée de ces astronautes américains, avec des phrases marquantes, c'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Évidemment, tout ça a été écrit au départ, et la mise en scène est on ne peut plus parfaite.
La preuve, elle fait encore couler beaucoup d'encre aujourd'hui. Voir le film sur le sujet qui a été réalisé l'année dernière. Donc on voit bien que ces deux personnages, Yuri Gagarin et Neil Armstrong, sont en plus d'être des astronautes, des cosmonautes, des véritables stars qui deviennent immensément connus dans leur pays respectif d'une part, mais également dans le monde entier. Et à travers leur figure, on peut mesurer la guerre médiatique, la guerre de communication qui se passe entre les deux pays. Bon, il faut tout de même noter que l'un a un prénom infiniment plus beau et majestueux que l'autre. Donc si je récapitule, une opposition qui se trouve être idéologique, une opposition géopolitique, une opposition militaire, économique, scientifique, industrielle, technologique, et surtout une opposition de propagande.